Bonjour, je suis Anne et je suis heureuse de vous servir de guide dans ce nouveau podcast, intitulé « Se sentir plus vivant demain qu'aujourd'hui », qui a été enregistré à la clinique de Belleville en janvier 2024 avec René Cohen-Casimir. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Et j'ai descendu les Champs-Élysées, comme ça, avec un gros nez rouge. Est-ce que je peux commencer cette interview en inversant les rôles, en te demandant justement qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que ça t'apporte nos discussions? Parce que si tu m'interviews aujourd'hui, c'est parce que tu penses que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement et que ça t'apporte fondamentalement? Moi, j'en suis toujours un peu étonné. Mais moi, j'ai commencé la rencontre avec toi, René, par cet enseignement que tu donnes à Fêter Vacances et qui s'appelle « Responsable de sa joie ». Dans laquelle tu expliques qu'il faut que chacun de nous a en soi cet enfant meurtri qui finalement est le plus petit dénominateur commun de la condition humaine. Oui. Et tu nous as expliqué que la responsabilité de sa joie, ça consistait à lâcher la main de cet enfant meurtri pour reprendre la conscience de sa vie. Oui. Par exemple, cet enseignement-là, moi, a transformé ma vie. D'accord. Et pourtant, quand tu le dis comme ça, quand j'entends lâcher la main de cet enfant meurtri, tu vois, je frissonne déjà, je dis, mais on va lâcher la main d'un enfant meurtri, c'est dégueulasse, quoi. Tu vois. Mais c'est lâcher la main de l'enfant meurtri, ça veut dire quoi? C'est d'arrêter de le traîner comme ça. Il y a quelque chose à faire d'autre. Moi, je traînais, donc je tenais une vie un peu... moi, je dis suicidaire, je dirais, neurodépressive, hein, on va dire. Bon, pas terrible. Avec un père complètement dépressif, une mère avec un noyau psychotique, on n'est pas joyeux dans son... Mais je restais quand même... C'est marrant, parce que l'image que j'ai gardée de cet enfant, ses études, c'est que je vois, j'ai encore des copains qui datent de cette époque, et qui me prenaient pour un gars qui avait beaucoup d'humour. Je faisais le clown, en fait. Je m'en étais sorti en faisant le clown. Parce que quand tu fais clown, tu peux garder les yeux ouverts et aimer les gens. Ça se voit pas. Tu vois, c'est ça la force du clown. Je vois très bien. C'est ça, c'est ça la force du clown. Avec le gros nez rouge, les gens ne te voient plus. J'ai fait l'expérience... Je passe du coq à l'âne, pardon, il faudra me remettre sur le fil. Je vais te remettre sur le fil. Je suis descendu les Champs-Élysées, j'ai fait cette expérience, je me suis mis un gros nez rouge, et j'ai descendu les Champs-Élysées, comme ça, avec un gros nez rouge. Les gens, ça ne les choquait pas du tout, ils ne me voyaient pas. Ils ne te voient plus. Ils n'osent pas te regarder, ou ils ne te voient plus. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu as fait ça? Comme ça, pour voir. Bon, Fêter Vacances, on loue plus de la moitié d'une station de sport d'hiver qui l'été ne vit pas du tout. Et on lui apporte de la vie, mais une vie extraordinaire, avec des stages, c'est bourré de créativité, de stages de tous les côtés. Bon, avec des partages entre les gens, des rencontres. Il y a une vie vraiment formidable. Et l'ancien maire, enfin un des anciens maires, on ne va pas nommer parce que bon, c'est assez gênant, mais ne comprenait pas du tout, ou peut-être avait une pression des petits commerçants du coin, j'en sais rien, ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait là. Alors au début, on était une secte parce que tout le monde riait là-dedans. Le maître nageur de la piscine dit « Ah, je reconnais tout de suite quelqu'un qui vient de votre village, Fêter Vacances, parce qu'il a la banane. » Il a la banane. Alors dans l'eau, la banane, je ne sais pas ce qu'il se donnait, mais voilà, il disait ça. Alors ça faisait un peu sec, tu vois, des mecs qui fumaient des choses bizarres, quoi. Non, tout simplement, les gens étaient heureux de pouvoir se rencontrer vraiment, d'être eux-mêmes, ne pas avoir de jugement, pas être crapaud, comme je dis. Crapaud, c'est-à-dire critique, conditionnel et jugement. Voilà. Et c'est contagieux. Hein. Le bonheur est aussi contagieux que le malheur. Est-ce que tu dirais que c'est ta nouvelle famille, ces gens? Alors, j'aurais dit oui il y a quelque temps, mais là, je dis c'est mon univers.
c'est mon univers privilégié. J'ai bien raconté l'histoire du trou où quand on tombe, on peut garder les yeux ouverts dans ce trou. Et si on garde les yeux ouverts et qu'on voit l'humanité, ben je vois l'humanité. Et dans ce sens-là, c'est une forme de famille, mais c'est la famille humaine, si tu veux. Le sentiment de vie, tu penses que c'est quelque chose qui se travaille? Ouais, je serais dans un camp de concentration, c'est peut-être moins évident. Hein. Est-ce que c'est un travail? C'est ça la question. Est-ce que c'est un travail? Est-ce qu'on peut travailler ce sentiment de vie, ou est-ce qu'on l'a ou on ne l'a pas? Est-ce que c'est un don? C'est la rencontre d'une nature et d'une confiture. C'est entre ta nature et ce qui t'entoure. Et comment où tu t'en sors ou tu t'en sors pas. Si tu t'en sors, ben, je pense que tu t'adaptes. Il y a une nature. Moi, je vois des gens qui ont traversé des trucs épouvantables et très bien, ils sont très bien. D'autres qui ont traversé des trucs moins graves, ils s'en sortent pas. Il y a une capacité à remettre en marche l'énergie, ces circuits neuronaux qui est très inégalement réparti. Voilà. Donc c'est peut-être ça ton caractère extraordinaire, enfin ton exemplarité, ta singularité dans tout ce parcours. C'est quand même ta capacité à remettre systématiquement en route des tuyaux, des énergies qui te donnent ce sentiment de vie, malgré tout, tout le temps. Oui, c'est une bonne idée, ça, de dire ça. Il y a quelque chose ailleurs qui me recueille comme une bonne mère, qui me prend dans ses bras et qui me remet d'aplomb. Ah oui, tiens, c'est pas mal. C'est peut-être la conscience dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai une image de la conscience extérieure à l'homme. Il y a la conscience de soi, qui est dans l'ego. Hein, c'est l'intelligence personnelle, l'intelligence intrinsèque de soi séparée du monde. Hein. Bon, ça c'est OK, ça c'est une forme de conscience. Mais une autre forme de conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'aide les gens dans un collectif à inscrire leur histoire dans la conscience humaine, si c'est possible. On a une histoire à créer, et il y en a qui le font de manière anonyme, complètement, qui font ce travail de manière anonyme, mais qui profitent à tout le monde. Hein? Et donc, c'est cette conscience que j'ai nourrie peut-être, ou qui me nourrit, et qui vient, d'où ça vient, je ne sais pas. Ça vient peut-être de mes ancêtres, hein. Moi, j'ai des ancêtres juifs, les Cohen, qui ont dû subir des trucs pas très agréables, parce qu'ils ont fui Kiev, les pogroms de Kiev, c'était dans les années 1800, il y avait des pogroms terribles. Ils ont traversé des périodes terribles. Voilà. Et je pense que... Mais ils ont fait un travail sur eux, sur la souffrance, sur la douleur, certainement... Donc tu crois à cette transmission intergénérationnelle? Ils ont inscrit quelque chose dans la conscience humaine, peut-être qui m'est resté dans mon épigénome. Ou, de manière... Là, donc ça c'est très intérieur et à la fois très extérieur à moi. Parce que mon épigénome c'est extérieur à moi, quand même si c'est dans chacune de mes cellules. Mais ils ont inscrit quelque chose quelque part, alors je ne sais pas où. Je pense peut-être à l'extérieur, dans des espèces d'éther, d'espace... qui englobe l'espace, parce que l'univers, il s'arrête où? On dit le fond de l'univers. On voit le fond de l'univers aujourd'hui, grâce au télescope, au nouveau télescope, on voit le fond de l'univers. Comme on voyait le fond de l'univers dans les télévisions, tu sais, dans les vieilles télévisions, dans les anciennes télévisions, on voyait, quand il n'y avait pas d'émission, on voyait un bruit qui était le fond de l'univers. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Je pose la question. Et alors, qu'est-ce qui tient cet univers? Alors, je pense que... Alors, on peut dire rien, bon, c'est pas joyeux, mais on peut dire rien. Et on peut dire la conscience. Peut-être la conscience, c'est la mère de l'univers, et c'est notre mère à tous. Et on peut peut-être en prendre des images dans certaines religions, comme la Vierge Marie, par exemple, qui a enfanté le Fils de l'homme, mais qui a enfanté le monde. Peut-être que c'est une façon de dire qu'au-delà de l'univers, il y a quelque chose qui ressemble à de la conscience. Alors peut-être au-delà de la conscience, qu'y a-t-il? J'en sais rien. Bon, on peut, comme ça, c'est poupée russe, on peut aller très loin. Comment est-ce que tu définirais la joie? Toi, tu dis tu es dans la joie? Tu estimes que tu y es? Je sais pas, j'y suis. Je suis traversé.
La joie, c'est une sorte... C'est un rayon d'or qui traverse le vide. Hein, donc, qui traverse le vide, donc on pourrait avoir peur. Hein. Mais c'est un rayon d'or sur lequel tu peux marcher, qui te tient quelque part. Alors, je ne sais pas comment le dire. Pourquoi tu veux que je te définisse la joie? Dans quel sens? Pour aider les gens qui vont t'écouter, pour savoir comment est-ce qu'on... Ils vont dire merde, mais moi j'ai pas la joie, comment est-ce qu'on... Non, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur la joie, le bonheur, le rire, l'extase. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent énormément de notions et qui se pensent, par exemple, qui ne se pensent pas. En tout cas, c'est pas le bonheur. La joie, c'est pas le bonheur. Voilà. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Bon, ça c'est vraiment caramba. Non. Où le bonheur, on le découvre que quand il est parti, c'est des conneries. Pour moi, c'est des conneries, mais vraiment, c'est abominable de dire des trucs pareils. Non, la joie, c'est justement ce qui est impermanent en toi. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose de stable, de solide qui te tient, qui tient toutes tes cellules ensemble, en plus. Il y a une sorte de pétillance intercellulaire, je ne sais pas comment dire. Et quand j'ai eu mon malaise vagal, je l'ai vu, ça. J'ai eu un malaise vagal où je suis tombé raide, et mon cœur s'est arrêté, et à un moment donné, j'ai vu, alors que j'avais les yeux ouverts sur la chambre dans laquelle j'étais, mais j'ai vu, c'est imposé, des milliards de cellules. J'étais une cellule parmi des milliards de cellules qui pétillaient. Ça pétille de joie. C'est la vie, quoi. Ça grouille. Champagne, c'est champagne. C'est ça. C'est pour ça que le champagne, ça a beaucoup de succès. Mais c'est continu. Tu vois, c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi, mais on le voit pas, on le sent pas, on le quitte. Et voilà. Mais et ça, tu estimes constant. Que ça, en fait, ce n'est possible que si tu travailles sur tes carences affectives. C'est-à-dire que toi, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu aurais pardonné à tes parents? Moi, j'aimais mes parents complètement, mais c'est des pauvres enfants perdus. Ils m'ont insulté, mais vraiment de manière grave. Mais d'abord, comment un enfant peut-il juger de ses parents? C'est pas possible. C'est très très difficile. Non, je pense que... Je veux dire, mais ils ont été très méchants. Oui, ils ont été très méchants. Mais comment est-ce qu'on répare bête, comment est-ce qu'on répare ces carences affectives? Comment est-ce qu'on arrive à cette permanence? Parce que tu parles de cette permanence, je trouve, qui est dans l'épisode que tu traverses là aujourd'hui, c'est-à-dire où tu es plusieurs fois tombé, tu as plusieurs fois risqué, tu as souffert physiquement, moralement. Comment est-ce que tu es arrivé Il y a un cri central de joie quand même, et ça c'est quand on me demandait, quand je suis tombé dans le trou là, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, en Savoie, et après j'ai été atteint de... j'avais une maladie de la peau, parce qu'on m'a fait un vaccin qu'il ne fallait pas faire, enfin bref, ça me grattait, c'était horrible, c'est le sang partout, et puis... j'avais mal, très mal, et puis... mais alors, ce que je disais, c'est que je suis très étonné, parce que c'est la joie quand même. Je sentais la joie quand même, malgré la souffrance, malgré... Je suis vivant. Tombé du ciel, à travers les nuages... Ce podcast a été produit par l'Université des Passions. Il a été écrit et réalisé par Antoine de Julie et Anne Solé. Frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle au loup.